Bonjour et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on est dans le champ. On est à l'INAB. On rencontre Denis Lafrance du CETAB, un autre acronyme. On va tout clarifier ça. Ça va être plus simple tantôt. Asseyez-vous confortablement. Bienvenue au show de chaise. Puis moi, il semble que je contraste un peu. Je vais aller me camoufler. Ah, tiens. Avec un petit plateau de déjeuner en plus. N'est-ce pas magnifique? Et voilà. Fait que si tu es dans la même teinte, je suis caché un peu, là. Parfait. Monsieur Lafrance, bonjour. Bonjour, Merci de nous accueillir. ça fait plaisir. Là, vous me sortez un peu de ma zone de confort. Moi, d'habitude, je suis assis dans mes petites chaises. Là, vous voulez qu'on fasse ça debout? Oui, moi je suis habitué d'enseigner, puis je fais principalement ça debout, malgré qu'avec la COVID, là, on en fait assis aussi à l'ordinateur. Ouais. C'est de la déformation professionnelle pour ça? Oui, c'est Préféré ça. debout. Ouais. Donc, là, c'est ça. À l'introduction, je n'étais pas trop sûr de quel acronyme utiliser. Donc, il y a l'INAB, il y a le CETAB, il y a le CISA. Tout ça, c'est plein d'acronymes. Est-ce que vous pouvez un peu nous faire la distinction entre chaque? Bon, le Cégep a fondé, a créé une structure qui s'appelle l'Institut national d'agriculture biologique, qui chapeaute toutes ces activités agricoles. OK. D'abord, la formation agricole, pour laquelle ils ont acheté la ferme ici et construit l'édifice qui est à l'avant de la ferme, ainsi que le bâtiment ici en production animale. Ensuite, il y a un centre collégial de transfert de technologie qui s'appelle le CETAB, c'est-à-dire le Centre d'expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité. Mais le Cégep a aussi fondé un autre centre collégial de transfert de technologie qui s'appelle le Centre d'innovation sociale en agriculture. Donc, tout ça est chapeauté par l'organisme principal qui s'appelle l'INAB, OK. Et puis, l'Institut national d'agriculture biologique. OK. Et puis vous, pour vous, c'est quoi votre implication? Bien, moi, je suis au Cégep depuis pas loin de 35 ans. OK. J'ai été engagé d'abord pour développer des activités de formation professionnelle en agriculture biologique à la formation continue. J'ai fait ça pendant de nombreuses années. Et éventuellement, j'ai aussi enseigné à l'enseignement régulier. J'ai été l'initiateur d'un projet de ferme-école qui mène à la ferme-école actuelle. Donc, on a commencé à enseigner sur le terrain, garder les élèves en stage avec des profs et des techniciens sur le terrain. Et j'ai toujours continué à développer des activités au service des agriculteurs biologiques, par exemple des conférences annuelles, des voyages d'études, des choses comme ça. Et le Cégep a développé une relation privilégiée avec les agriculteurs biologiques du Québec qui nous a amené à créer un centre de transfert de technologie où on fait de la recherche appliquée très axée sur les besoins pratiques là, des fermes biologiques et du service conseil. Ce sont les deux principales activités. Donc, je pense qu'on a 13 conseillers en service conseil qui vont régulièrement sur les fermes pour aider les agriculteurs à solutionner des problèmes ou pour les aider à faire de l'agriculture biologique. Et on a aussi du transfert des formations aux adultes, des colloques, des journées terrain, des choses comme ça. Donc, ce sont les principales activités du CETAB. Donc, je suis le cofondateur avec Serge Préfontaine du CETAB. On a fondé ça il y a bientôt 12 ans. Là. Ah oui, OK. Fait que vous avez vu vraiment la transition à travers le Cégep parce qu'auparavant, vous étiez plus dans le centre-ville de Victo. Là, présentement, on a vraiment une grande ferme. Oui, bien, les activités du Cégep étaient basées dans les structures principales du Cégep, mais la ferme-école se faisait sur des terrains loués. OK. Donc, on a loué des terrains pour la ferme-école à la sortie de la ville pendant à peu près 7 ou 8 ans.
Puis, on a loué ou on a utilisé un terrain derrière le verger des Frères, sur les terrains des Frères du Sacré-Cœur, Ouais. pour éventuellement migrer ici, je pense, il y a environ 5 ans. Là. OK. Et puis là, vous mentionnez la recherche en agriculture. Quand on parle de recherche, ça couvre quels aspects? En agriculture, il y a des gens qui travaillent en grande culture, ce qu'on voit un peu partout, du maïs, du soya, des céréales. Il y a des gens qui travaillent en production laitière. Il y a des gens qui travaillent dans le domaine, par exemple, de l'acériculture, la production de sirop d'érable. On n'est pas très impliqué dans ce secteur-là. Il y a aussi des horticulteurs qui cultivent des fruits ou des légumes. Donc, par exemple, derrière moi, vous avez un projet de recherche sur la culture hivernale de légumes biologiques en conditions chauffées, non chauffées. Donc, il y a comme 3 structures qui sont en comparaison en ce moment. Et on essaie de monter les projets vraiment en lien avec les attentes des agriculteurs. Donc, on a une communication active avec les agriculteurs, notamment via les conseillers en service conseil qui voient émerger les demandes puis qui voient émerger les problèmes. Et puis là, ben, on se dit, OK, ben, il y a beaucoup de gens qui essaient de faire des cultures hivernales, chauffées ou non chauffées. Il y a des problèmes avec ça. Il y en a qui réussissent mieux, d'autres moins bien. Donc, on va essayer de monter un projet de recherche pour peut-être aider les gens à mieux réussir ce qu'ils font, là. Donc, je vous donne ça comme exemple. Oui, mais on le voit justement juste derrière vous, mais avec le fait que les hivers sont moins rigoureux qu'il y a un certain temps, est-ce que de plus en plus de gens considèrent de faire une production à l'hiver? Oui, notamment sur les petites fermes qui ont souvent des serres qui servent la production hivernale de tomates, de concombres, de cultures comme ça. Et puis, ben, ces gens-là se sont mis à cultiver durant l'hiver parce qu'il y a, je dirais, peut-être depuis une quinzaine d'années, l'émergence de ces techniques-là. Au Québec, plutôt, peut-être depuis 10 ans, là, des gens qui font ça. Avec certains qui chauffent minimalement, puis d'autres qui font ça dans des structures absolument non chauffées. Donc, oui, il y a une tendance comme pour aller chercher un revenu supplémentaire durant la saison d'hiver, puis rencontrer les attentes des consommateurs qui demandent de plus en plus d'aliments issus de l'agriculture biologique, là. Puis vous, en 35 ans d'implication auprès d'agriculteurs biologiques, qu'est-ce que vous avez vu comme changement, comme transition? Bien, c'est sûr qu'il y a d'abord le nombre de fermes. Il y a juste à peu près environ 8 ans, peut-être vers 2013, il y avait 1000 fermes certifiées biologiques au Québec. À l'époque, il devait y avoir pas loin de 30 000 fermes. Actuellement, il y a à peu près 27 500 fermes. Et on est rendu à bientôt, je pense que d'ici la fin de l'année, on devrait arriver à 10 des fermes du Québec qui sont certifiées biologiques. OK. Donc, de 1000 fermes à 2700 environ, depuis 8 ans. Il y a une accélération du passage à l'agriculture biologique qui implique un certain nombre de transitions dans le secteur laitier, beaucoup dans le secteur du sirop d'érable parce que la demande n'est pas remplie. Il y a une demande pour du sirop bio, notamment à l'international, qui n'est absolument pas remplie. Donc, les producteurs de sirop d'érable du Québec essayent de rencontrer cette demande-là. Une expansion importante aussi dans le domaine des grandes cultures, maïs, soya, céréales et quelques autres cultures moins importantes. Avec tout un secteur aussi de légumes industriels, il y a quand même plusieurs milliers d'hectares de légumes industriels bio, c'est-à-dire du légume à transformer, à congeler, à mettre en boîte, etc. Donc ça, c'est le légume de transformation. Et de l'autre côté, bien, il y a un réseau de fermes relativement plus petites qui sont les maraîchers et qui sont principalement en vente directe, qui vendent directement aux consommateurs, par exemple dans les marchés publics ou beaucoup pour des abonnements de paniers hebdomadaires, par exemple. Mais il y a d'autres formules aussi qui émergent, qui se développent. Et ça, en général, ce sont des structures plus petites et ce ne sont pas des gens
qui ont fait une transition vers l'agriculture biologique. Ce sont généralement des gens qu'on appelle des néo-ruraux. Ce sont des gens qui, en général, viennent pas du milieu agricole, qui viennent de la ville et qui partent d'une ferme. Donc, c'est ce qu'on retrouve plus dans le secteur des fruits et surtout des légumes. OK. Puis, est-ce que ça pourrait s'expliquer aussi, cette transition-là, par la passation d'une génération à l'autre aussi? Est-ce que les gens qui reprennent des fermes familiales, des fois, se tournent vers le bio? Oui, on observe ça. Puis moi, j'ai des gens que je connais dont les enfants ont décidé de retourner au conventionnel. OK. Fait que ça peut aller dans les deux sens. Là. Ça dépend c'est des choix individuels. Les néo-ruraux, en général, ce sont souvent des gens qui sont peut-être plus engagés dans leur choix pour l'agriculture biologique. Ce sont souvent des gens qui vont systématiquement consommer des aliments biologiques, ce qui n'est pas toujours le cas chez les agriculteurs de grande culture ou chez les producteurs de lait. Vous avez mentionné le mot agriculture conventionnelle. On a l'impression qu'il y a vraiment une ligne là, qui délimite un groupe de l'autre. Mais vous, par exemple, avec vos travaux de recherche sur l'agriculture biologique, est-ce que des gens qui travaillent en conventionnel peuvent quand même appliquer vos propositions? On a plusieurs clients qui viennent nous voir et qui sont en agriculture conventionnelle, mais qui veulent utiliser des méthodes qui ont été développées en agriculture biologique pour améliorer certaines pratiques de leur ferme. OK. Donc, on a un colloque qui s'appelle Bio pour tous, mais qui est comme ouvert aussi à des gens qui ne sont pas en culture conventionnelle. Moi, je dirais, j'ai donné des cours à des agriculteurs depuis plus qu'une quarantaine d'années, là. Puis, la majorité des gens à qui j'ai enseigné n'ont pas fait le passage à l'agriculture biologique. OK. Fait que ces gens-là voulaient s'informer, voulaient savoir comment ça fonctionnait. Souvent, ont pris des éléments qui les intéressaient, qui semblaient utiles pour améliorer leur pratique, sans nécessairement faire le passage complet à l'agriculture biologique. J'ai aussi des gens, par exemple, qui me disent j'ai suivi tes cours v'là 20 ans, on vient de se décider de passer au bio, ça m'est arrivé plus qu'une fois. Puis ces gens-là ont comme cheminé, puis éventuellement, bien, quand ils sont mûrs, ils passent au bio, mais il y en a qui ne sont jamais passés à l'agriculture biologique, puis c'est bien correct, là, parce que dans le fond, c'est un choix individuel, selon qu'on fasse l'agriculture biologique ou non. Mais c'est quand même bien, il y a une perception au niveau du ministère de l'Agriculture que le bio est un peu comme le fer de lance de développement de l'agriculture durable. Donc, le bio, ça impose certaines contraintes, comme l'élimination complète de pesticides de synthèse, d'engrais de synthèse, etc. Il y a toute une gamme de produits qui sont comme éliminés. Et très souvent, bien, les projets qu'on fait pour améliorer les pratiques peuvent servir à des agriculteurs conventionnels qui veulent réduire les pesticides, qui veulent comme changer leur façon de faire. Donc, ça sert pas seulement aux gens de l'agriculture biologique, le travail qu'on fait. Parce qu'il y a quand même eu, il n'y a pas très, très longtemps, un accent qui a été mis sur l'utilisation des pesticides. On en entend beaucoup plus parler dans l'actualité, entre autres aussi avec le cas de Louis Robert. Est-ce que depuis ce temps-là, on a un intérêt de plus en plus vers justement de l'agriculture bio ou des solutions de rechange? Bien, c'est sûr que des politiques de réduction des pesticides, il y en a, je pense que la première remonte à 1992. OK. Donc, le ministère de l'Agriculture du Québec avait décidé, le MAPAC avait décidé à l'époque de réduire l'utilisation des pesticides. Puis 20 ans plus tard, ça a doublé, là. Fait que à un moment donné, le ministère met en place des politiques, mais les choix des agriculteurs, les techniques développées par l'industrie, notamment parce que l'industrie, en général, a intérêt à vendre le plus de produits possible. OK? C'est comme ça que ça marche dans la société de consommation. Plus tu vends, plus tu as de revenus, plus tu risques d'avoir de profit. Donc, l'industrie pousse pour augmenter la consommation ou l'achat de ces produits. Le ministère essaie de réduire l'utilisation parce que il y a certains produits ou sous-produits qui se retrouvent dans l'environnement ou qui se retrouvent dans l'alimentation. Quand on met ces produits-là,
il y a certaines, peut-être pas tout, conséquences, mais en tout cas, on en trouve un peu partout, là. Ouais. Fait que donc, entre les politiques et ce qui se fait sur le terrain, des fois c'est dur, mais on est encore en train d'essayer de réduire l'utilisation de pesticides. Les agriculteurs biologiques utilisent des pesticides, mais des pesticides généralement qui sont d'origine naturelle OK. et pour la plupart qui vont être relativement biodégradables. Il y a certains produits peut-être qui sont moins, comment dire, qui seraient peut-être plus rémanents dans les sols. On essaie de minimiser l'utilisation. Mais comme ce sont des produits d'origine naturelle, bien, ils sont acceptés en culture biologique. OK. Puis, vous ciblez, vous l'avez mentionné un peu plus tôt, autant des petites fermes familiales que de la grande surface. Dans vos projets de recherche, de la grande surface, on a quand même de la place ici, mais avez-vous d'autres fermes où vous faites de vos expériences? Oui, bien, une partie des projets de recherche se font ici à l'INAB. Puis, il y a aussi des projets qui se font sur des fermes. Il y a aussi des projets de type mère-fille où on fait un complexe beaucoup plus, un dispositif beaucoup plus complexe ici. Puis quelque chose de plus simple à la ferme. Vous voyez le champ ici, là, il y a des parcelles avec de l'enherbement puis des zones qui ont été récoltées. Bon, mais ça, c'est un projet mère-fille. Fait qu'ici, on a un projet plus élaboré. Puis les pratiques qu'on a testées ici, bien, il y a un groupe d'agriculteurs et d'agricultrices qui les ont testées chez eux dans leur ferme à échelle de production. OK. Fait que donc, souvent, on travaille comme ça en partenariat avec les fermes. Puis vous, en dedans de 35 ans, ce serait quoi votre projet de recherche là, que vous tirez plus de fierté? Moi, je ne suis pas un chercheur, mais j'ai quand même fait quelques projets de recherche. Là. Je dirais, on a fait un projet de 2002 à 2005 sur l'intensification des engrais verts en grande culture. C'est peut-être un des deux. Un autre projet où on a développé des méthodes de travail de sol en culture maraîchère, en culture légumière, qu'on appelle les planches permanentes mécanisées, qui ont vraiment amélioré le comportement des sols. Et il y a plusieurs fermes qui ont adopté ces méthodes-là. Il y a quelques dizaines de fermes qui utilisent ça. Quand c'est bien appliqué, ça donne des résultats exceptionnels par rapport à la qualité des sols et au comportement des cultures. Je dirais que c'est les deux projets là, dont je suis le plus... Bien, dans le fond, le projet dont je suis le plus fier, c'est d'avoir comme bâti quelque chose qui mène à la mise en place du CETAB. Pour moi, c'est comme c'est un rêve qui vient d'aboutir. J'ai l'âge de la retraite, je continue à travailler parce que j'ai trop de plaisir à voir ce qui se passe ici. Là. Oui. Mais bon, c'est sûr que ça, c'est au centre, c'est la chose dont je suis le plus fier. Mais bon, c'est suite à mon implication, mais tu sais, il y a des dizaines de personnes, il y a tous les administrateurs du cégep, les conseils d'administration, tout ça qui se sont impliqués dans ça. Là. Moi, j'ai eu une influence, mais c'est pas moi qui ai bâti tout ça. Là. Ah non, c'est pas vous, vous n'êtes pas bricoleur non plus? Je n'avais pas nécessairement les capacités pour le faire, là, mais bon, c'est les administrateurs du cégep qui ont mis ça en place. Là. Puis sinon, pour vos projets de recherche, vu qu'on est en agriculture, c'est des projets qui s'échelonnent sur plusieurs années. Bien, généralement, on essaye au moins de faire 2 ans. OK. Ou des fois 3 ans. Ça dépend des... c'est un peu malheureux parce que il y a des choses qui demanderaient des financements à long terme et des structures de recherche plus étalées dans le temps. Mais en général, les programmes sont sur des cycles relativement courts. Okay. On essaye de faire au moins 2 ans ou 3 ans parce que, entre autres, les conditions météorologiques d'une année à l'autre sont variables, ce qui fait que quand on a 2 ou 3 ans, bien, ça nous donne une meilleure base d'analyse. Derrière moi, il y a comme un champ là, où vous voyez comme plusieurs parcelles. Ce sont des parcelles en grande culture. Ce sont des parcelles d'essai long terme. OK. OK? Donc, qu'on appelle le DLD, c'est-à-dire un dispositif longue durée. Moi, j'ai étudié il y a 40 et 45 ans à peu près avec quelqu'un qui se référait
aux parcelles de Rothamsted en Angleterre, qui sont les plus vieilles parcelles long terme qui ont été mises en place, je pense, avant le milieu du 19e siècle. OK. Puis, bon, ce professeur-là disait c'est très intéressant de mettre en place des parcelles long terme parce qu'on va chercher des informations qu'on ne peut pas obtenir sur le court terme. Ben oui. Donc, on a mis en place ce projet-là, mais c'est beaucoup de travail toujours à renouveler le financement pour continuer les travaux, mais on travaille fort là-dessus et on espère que, moi j'espère bien que dans 50 ans, que ce soit encore là. Mm-hmm. On parle justement des effets météo sur les cultures. Le réchauffement climatique qui s'accélère depuis ces dernières années, est-ce que ça a des impacts sur vos projets de recherche aussi? Oui, en général, ça a des impacts sur les pratiques agricoles. On observe des événements, par exemple, des événements de pluie abondante plus importants qu'avant. Mm-hmm. Je viens de vivre l'automne avec le gel hivernal le plus tard de ma carrière agricole. Donc, le gel le plus tardif que j'avais vu était le 20 octobre. Cette année, c'est le 25 ici. Ah ouais, hein? C'est exceptionnellement tard. Mm-hmm. Les 2 derniers printemps, on marchait en chaussures dans le champ au mois de mars. Oui. Donc, il y avait pas des épisodes de sécheresse aussi au mois de mai? Oui, on a eu 2 périodes relativement sèches au printemps l'année passée. Ouais. Relativement fraîches quand même. Cette année, moins frais. Puis une période de sécheresse qui a duré plusieurs semaines en début de saison. Donc, ça peut souvent affecter négativement certaines cultures. Mm-hmm. Les agriculteurs sont obligés de travailler à s'adapter à ces conditions-là. Il y a des facteurs qui changent aussi. Par exemple, il y a des insectes qui deviennent adaptés à des nouvelles régions. Il y a des maladies qui deviennent adaptées à des nouvelles régions. Donc, il faut sélectionner ou trouver des façons de protéger les plantes contre ces problèmes-là. Donc, il y a une adaptation constante. C'est sûr que l'agriculture, c'est un milieu... on est dans un milieu naturel, on est dans le monde du vivant, puis ça se transforme constamment. Là. Mm-hmm. Puis on n'a pas le plein contrôle non plus. Non, tu as beaucoup moins que le plein contrôle. Tu es comme soumis à beaucoup de contraintes en dehors de ton recours, là, auxquelles il faut essayer de s'adapter du mieux possible. Mm-hmm. Une autre chose qui prend beaucoup d'ampleur aussi, c'est l'agriculture urbaine. Je pense que pendant la pandémie, on en a vu, il y a beaucoup de gens qui se sont partis même leur propre serre ou de leur propre potager. Pour vous, est-ce que c'est d'autres sujets de recherche potentiels? Bien, il y a des gens qui s'intéressent à l'agriculture urbaine et qui font ça en agriculture biologique. Disons qu'il faut faire la part des choses entre l'agriculture urbaine, où il va y avoir comme une base économique à l'action et une commercialisation, puis possiblement des jardins personnels, élever 3 poules pour nourrir la famille. Moi, je ne considère pas ça de l'agriculture urbaine. Okay. Dans le fond, c'est plus jardinage ou élevage amateur. Pour moi, agriculture urbaine, c'est... base économique, commercialisation, visée de nourrir d'autres mondes que la famille qu'on nourrit avec le jardin. Mm-hmm. Mais bon, les gens parlent d'agriculture urbaine souvent en parlant de jardinage, jardin communautaire, etc. Mm-hmm. Mais c'est sûr qu'il y a une agriculture urbaine qui se développe. Ça reste quand même mineur par rapport à l'impact sur la consommation. C'est pas l'agriculture urbaine qui nourrit Montréal, OK? Il y a des endroits dans le monde où l'agriculture urbaine a plus d'importance qu'au Québec. OK. Notamment dans des pays, disons, moins développés, moins privilégiés que les nôtres. Là. Mm-hmm. Mais c'est sûr qu'il y a une tendance générale au développement de l'agriculture urbaine. Ça va être à l'avenir une composante de l'agriculture qui sert à nourrir les êtres humains. Là. Mm-hmm. Puis à travers la pandémie qu'on n'a pas terminé de vivre, pour vous, est-ce que ça a amené un changement dans avec toutes les mesures implantées, un changement dans vos façons de faire? Moins de déplacements parce que plus de réunions faites à l'ordinateur en télétravail à domicile. Ouais. De l'enseignement en télétravail à domicile. Là, on passe comme à
à la prochaine étape, c'est-à-dire qu'on retourne en classe. Sauf que moi, j'ai été des années à me déplacer pour me rendre dans des villages où il y avait un groupe d'agriculteurs qui voulaient un cours. Il n'y a plus assez de monde dans un lieu donné qui veulent un cours pour faire ça. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on enseigne en classe avec 4 ou 5 étudiants en classe, puis 20 étudiants qui sont chacun chez eux avec leur ordinateur, qui ne se déplacent pas. Ça fait moins de perte de temps, moins de gaz à effet de serre aussi. Donc, ça change la façon de travailler. L'année passée, tous les cours étaient à distance. Ouais. Donc, moi, j'ai donné un cours sur la culture de l'ail, par exemple. Durant l'hiver, je donne des cours qui s'appellent « Comprendre les sols », la gestion des matières organiques. Cette année, je donne un cours de biodynamie, des cours sur « Choisir ses engrais verts », fabrication des composts. Donc, je vous donne ça comme exemple. On a plus d'une vingtaine de cours qui sont donnés par divers collègues dans l'équipe, irrigation des cultures et ainsi de suite. Et l'année passée, tout était à distance. Là, on a des groupes mixtes. Il n'y a pas assez de monde pour dire faire un groupe tout au même endroit. OK. Parfait. En terminant, là, on s'en vient justement vers les mois de novembre, décembre, etc. Qu'est-ce qui vous attend, vous, pour cet hiver, là? Bien, moi, comme j'ai travaillé tout l'été, je vais prendre mes vacances de prof. Ah oui, hein? Donc, normalement, c'est novembre, décembre et je voyage normalement à cette époque. Là, cette année, comme je suis pris à la maison, je me suis pris un petit projet d'éducation aux adultes. Il y a aussi des cours d'agriculture biologique qui se donnent à la formation continue. Okay. Je me suis pris un petit projet de cours pour ne pas m'ennuyer à chauffer le poêle. Puis j'ai bien hâte que Gleason ouvre pour aller faire du ski, là. Ah bon, OK. Mais bon, c'est... On troque les bâtons de golf pour les skis. Oui, puis après les fêtes, bien, je recommence à enseigner au CETAB là, des cours d'éducation aux adultes auprès des agriculteurs. Bon, excellent. Ouais. Bien, bonnes vacances. Oui, c'est ça. Excellent. Bien, merci beaucoup, M. Lafrance. Ça fait plaisir. Bon, je suis choyé. On m'a demandé d'être le goûteur officiel des verdures sous serre. Alors, c'est un épinard de très grande qualité. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on rencontre Mathieu Jolibois, qui est tonnelier. Fait qu'on va aller voir comment est-ce qu'on fait ça des tonneaux. Soyez-y!